Vous écoutez Résonance, un podcast qui crée des connexions entre la santé mentale et les différents fragments de notre existence. Explorez avec nous, au fil des échanges, une mosaïque de perspectives qui façonnent notre humanité. Je suis Flore, fondatrice de la clinique Inflorescence. T'es prête? Je suis prête. Bonjour Jordan. Bonjour à toi. Très heureuse de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Très heureuse d'être là. Ouais, plaisir partagé. J'avais pas envie de faire une intro classique, régulière, comme je fais d'habitude, parce que tu n'es pas... tu es bold, en fait. Alors, je me suis dit que la meilleure des choses, c'était de commencer par, pour t'introduire, eh bien, de te laisser la parole sur un mot. Est-ce qu'il y a un mot qui te vient à l'esprit, pas forcément qui te représente, mais dans l'instant, qu'est-ce qui te parle si je te demandais de nous partager un mot, puis on va commencer comme ça le podcast. Ah oui, il y a un écho dans ma grotte qui sort. Médusa. Médusa. Oui, c'est voilà, c'est le mot qui est là. Waouh. Peux-tu nous en dire plus? Oui. Mais Médusa, déjà, c'est une déesse de la mythologie grecque que j'interprète à ma manière, selon plein de traditions, d'histoires, mais aussi de comment moi je l'interprète. Donc, c'est une femme qui a des cheveux de serpent. Et quand les hommes croisent son regard, elle les transforme en pierre. Et le pourquoi du pourquoi, c'est que Poséidon aurait eu une affaire avec elle avant qu'elle devienne Médusa, avant qu'elle devienne... Quand elle était une femme mortelle, Poséidon sortait avec Athéna et Poséidon a violé Médusa. Mais ça, c'est l'expérience de Médusa. Mais évidemment, comment Athéna l'a interprété, c'est que Poséidon l'a trompée. Et là, pour s'assurer que Médusa, elle n'allait jamais... que les hommes n'allaient pas pouvoir être pris dans ses filets amoureux, elle y a jeté un sort. Et puis, tous les hommes qui allaient rencontrer son regard allaient se transformer en pierre. Donc, ne pourraient pas s'approcher d'elle. Et puis, elle a des cheveux de serpent. Donc, elle fait peur. Ouais. Elle fait très, très peur. Wow. Toi aussi, t'as des cheveux de serpent un peu. Mais moi, comment je me suis interprétée Médusa dès 20 ans à peu près. Là. Je pense à Médusa beaucoup dans ma vie. Elle m'habite. C'était la maîtrise de mon anxiété, en fait. Je voyais les serpents comme... J'ai peur des serpents. Tu sais, je pense que en général, dans la société, on a peur des serpents, de comment ils sont portrayés dans les films puis tout. J'ai profondément peur des serpents. Mais une fois qu'on apprend à les contrôler, puis à vivre avec eux, puis à les diriger, puis surtout à muer, parce que c'est ça le message du serpent, c'est d'accepter de mourir pour renaître, entre autres. Mais je me suis dit, si j'avais des cheveux de serpent puis que j'arrivais à maîtriser ça, je pourrais vraiment accéder à mon pouvoir intérieur. Puis en fait, c'est une protection. C'est vraiment une protection, les serpents. Puis je pense que la capacité de transformer les gens en pierre aussi, parce que pour moi, le Médusa ne transforme pas tout le monde en pierre, mais seulement ceux qui ne peuvent pas la voir pour qui elle est. Puis ça, c'est important pour toi. Ouais, vraiment. Wow. Merci Jordan. Merci. Jordan ou Médusa, mais en tout cas. Jordan, je te connais au travers d'un roman que tu as écrit, mais aussi au travers de je sais pas si on peut dire tes talents de danse, mais j'ai envie de dire oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la place que la danse a dans ta vie? Oui, c'est une belle et grande question. Mais la danse, pour moi, c'est tout. Pour moi, je suis la danse et la danse est qui je suis. Parce qu'il n'y a pas de début puis il n'y a pas de fin à la danse. C'est un continuum. Et dans
la société rigide dans laquelle on existe présentement, c'est mon lieu de liberté. C'est là où je peux exprimer tous les possibles. C'est le lieu des possibles. Pour moi, la danse. J'aime beaucoup ça. C'est ton lieu de liberté. Ouais, effectivement. Est-ce que la danse t'a permis, ou le mouvement t'a permis de libérer peut-être des choses, des tensions? Tout à l'heure, on a parlé un peu de comment t'as nommé comment tu régulais ton anxiété étant plus jeune. Est-ce que la danse a été une pratique? Quelle place a pris en fait cette pratique en fait dans ta vie? Et pourquoi? Ça part de tellement loin, mais brièvement, intuitivement, dès ma jeunesse, je dansais toujours pour me révolter. J'étais un enfant qui était très, très calme et sage en paraître, mais au fond de moi, j'étais tout le temps en crise. J'étais profondément révoltée par plein de choses. Puis la danse me permettait de venir sortir ma puissance que je gardais à l'intérieur de moi. Donc ça a toujours été un lieu de rencontre avec moi-même, que je pouvais être vraie. Surtout être déchaînée et être chaotique. Ma pratique avait longtemps été dans la désorganisation. Mes mouvements étaient incontrôlés, incontrôlables, surtout. Oui, toute mon adolescence. Mais évidemment, il y a un moment clé dans ma vie là, qui fut une agression sexuelle que j'ai vécue à 19 ans, qui, soit dit en passant, n'était pas la première, mais était un moment tournant, puis était juste plus dramatique pour moi que les autres. J'avais pas les outils pour continuer, où j'étais saturée. Je pouvais pas prendre un autre... j'ai juste l'idée d'être défoncée, comme, tu sais, je pouvais plus tolérer ça. Fait que ça m'a amené dans un creux de vie qui semblait interminable, puis j'ai resté pris à l'intérieur de moi après. J'ai rapetissé, j'ai arrêté de danser, en fait. J'ai arrêté de danser après. Puis quand j'ai retrouvé la danse quelques années plus tard, il y a eu un déclic profond et un début d'une quête spirituelle, collective, qui s'entend et je suis dedans, là. Je suis dans cette quête du mouvement. Intéressant, parce que c'est le point sur lequel je voulais en venir, puisque maintenant on peut peut-être aller dans le plus concret, parce que j'avais vraiment envie de te donner du temps, en donner du temps en fait aux auditeurs d'apprendre à te connaître. Mais je t'invite ici parce que on va parler de guérir ensemble. Donc c'est vrai que pour parler de ce sujet, ça prend effectivement d'en venir avant ça à l'expérience personnelle qui a influencé ton expérience professionnelle aussi, d'ailleurs avec les groupes de danse, on en parlera plus tard. Mais oui, c'est ça en fait, de ce que je comprends, ton propre vécu a influencé ton approche de guérir, de comment est-ce que on peut guérir on peut se le dire, d'un trauma comme celui-ci. Puis quels outils je choisis, puis si j'ai bien compris, t'en es revenu à la danse pour ça. Exactement, ouais. À l'écriture et la danse. Ouais. Est-ce que les deux étaient complémentaires, ou est-ce que l'un te permettait d'exprimer plus de choses puis l'autre moins, ou à l'inverse, parce que c'est pas tout à fait le même moyen d'expression, écrire puis danser. Non, c'est complètement différent. D'ailleurs, l'écriture, c'est très linéaire. On va de gauche à droite, on change de page, c'est noir sur blanc, c'est en dualité constamment. Ça permet de faire une organisation dans sa tête, puis de voir des choses qu'on n'arrivait pas à voir avant. Ça permet de tout sortir, qu'est-ce qui est présent dans la tête, dans nos histoires qu'on se raconte. Pour moi, c'est une prélude à ce qui s'en venait. Écrire le roman fut une étape qui m'a amenée vers la danse. Quoique, je dansais pendant que j'écrivais quand même, mais ça a pris un autre tournant là. Après. Parce que la danse, comme j'ai nommé tantôt, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est une liberté infinie.
c'est le corps qui parle, c'est la sagesse du corps qui s'exprime. Et t'as nommé le mot trauma, j'ai vraiment envie de venir sur comment je l'interprète, ce mot-là. Un trauma, c'est un trop dans le corps. Il y a une sensation de trop qui a pas été vécue, en fait, qui a pas été libérée, qui a pas été intégrée, qui a pas été exprimée. Et ça s'intègre dans le corps à un endroit ou à un autre, ça va se loger. Pour moi, puis comme plusieurs survivantes, ça va se loger au niveau des hanches, du bassin, les muscles du psoas, des fessiers, le diaphragme, au niveau de la respiration. Quand tu parles de survivantes d'actes de victimes de violences et d'agressions sexuelles? Exactement, ouais. D'accord. Fait que oui, ça s'inscrit dans le corps. Et la danse va permettre d'aider à libérer le trop qui n'aurait pas été assez bien vécu? En fait, qui a pas été vécu. Parce que si on repart du début, je veux dire, tu sais, évidemment, il y a mon expérience personnelle, mais il y a aussi toutes les recherches que j'ai faites, toutes les lectures, toutes les fouilles archéologiques dans lesquelles je m'embarque depuis des années. C'est pour ça que des fois, j'alterne le je au on. Mais je tiens à dire que toutes les expériences sont complètement différentes et uniques. Disons je. Lorsque j'ai vécu l'agression, je me suis dissociée, qui est un mécanisme de survie super naturel et normal, une célébration même que j'ai envie de dire, parce qu'on la célèbre pas, on la valorise pas, on en a honte de cette technique-là de figer, paralyser, puis de se dissocier, puis parce qu'on a honte, on l'aborde moins, puis avec parenthèse close, mais très importante selon moi. En se dissociant, on ne vit pas le moment. Il y a des parties de nous qui sont fragmentées. Et la danse va permettre de venir réancrer ces morceaux-là qui volent au-dessus de nous, autour de nous, pendant les semaines, les mois, des fois les années qui suivent l'agression. En fait, jusqu'à temps qu'on les vive. Parce que se dissocier, c'est cool. Dans le sens que ça permet de survivre le moment. Mais à long terme, c'est pas soutenable. L'âme ne peut pas soutenir ça. Intéressant. Puis, si on revient un petit peu sur ton histoire personnelle, au moment où il y a eu cette agression à 19 ans, combien de temps à peu près ça t'a pris à considérer que, ok, mon chemin vers la guérison, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je reprends du pouvoir dessus? Puis, vers quoi? Quelle technique va m'aider à surmonter ça? Et combien de temps ça a pris avant d'en arriver en fait à toucher la danse de près? Je dis toucher pour vraiment le toucher. D'ailleurs, c'est aussi, c'est sensoriel, c'est corporel. La danse, c'est dans le corps aussi. Fait que, à partir de quand t'as fait ce lien-là d'un toucher mal fait à un toucher subtil qui va me guérir au travers de la danse? C'est vraiment beau comment tu l'amènes. C'est venu en 2 étapes. L'année qui a suivi, après 1 an, ça fait partie de mon processus, fait que je vais le dire, j'ai pris des muffins aux potes, vraiment random avec des amis, ok. Mais ça a été pour moi une expérience transformatrice. Puis pas parce que c'était la première fois ou quoi que ce soit, c'est juste que ce moment-là, j'étais prête à recevoir les sagesses de la weed dans le muffin. Et j'ai vomi là, toute la soirée. Et à chaque fois que je vomissais un événement traumatisant que j'avais vécu avec des hommes. C'était ça qui venait. C'est ça qui venait. C'était des images qui remontaient. C'était pas toujours des violences sexuelles. Ça pouvait être du harcèlement. Ça pouvait être une dispute, un conflit. Oui, du contrôle. Des moments où j'étais inconfortable. Bref, j'ai tout vomi ça. Et le lendemain, je me sentais tellement bien. Puis moi, je l'ai attribué au mouvement. Parce qu'en fait, je me sentais bien dans mon ventre. J'avais tout... Tu sais, quand on vomit, on contracte le ventre. Donc, nombril vers la colonne. On est là, on contracte. Et c'est comme si j'avais retrouvé mon centre. Puis pour moi, il y a un chemin qui s'est forgé dans ma tête dans les années qui ont suivi sur le mouvement. Puis je sentais l'importance du mouvement. Puis je me suis mis à m'entraîner énormément, à faire du canot, à faire beaucoup de hikes, beaucoup de courses. Puis
graduellement, ce mouvement-là m'a amené à la danse. Parce que je trouvais que les types de mouvements que j'utilisais, ils étaient encore trop linéaires pour ce que j'avais besoin d'aller chercher. Et dans la danse, il y a pas de forme. Tu peux former ce que tu veux, tu peux être ce que tu veux, tu peux exprimer ce qui a à vraiment être exprimé sans copier un mouvement qui existe déjà. Tu sais, la course, on a fait que répéter un mouvement qui existe déjà. Le canot aussi, c'est des techniques. Puis évidemment, la danse, elle se compartimente en plein de techniques. Mais moi, je parle d'une danse qui est intuitive pour faire la distinction, évidemment. Ça me fait penser au conte de Hans Christian Andersen qui s'appelle Les souliers rouges, où effectivement il y a un épisode d'une jeune fille qui met des souliers rouges, qui en fait dans le conte explique que ce sont des souliers pas du tout adaptés à l'âge de la petite fille, ni la taille, ni le style, mais quand elle les met, elle se met à danser de manière chaotique. En fait, c'est comme ça que c'est décrit dans le conte. On s'attend pas à ce qu'il y ait autant de liberté qui sortent du corps en fait de la jeune fille. Et puis c'est presque, c'est ça qui est intéressant, la perception de cette danse-là pour les autres. C'est choquant, c'est surprenant, c'est dérangeant, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça fait pas de sens pour les autres, et pourtant c'est libérateur. Mm-hmm. Fait que bref, c'était pour faire un parallèle sur ce que t'expliquais. Puis là, j'ai une question du coup. C'est quoi ta première expérience à utiliser la danse pour exprimer et traiter tes émotions? Je dis traiter parce que bon, on est quand même dans un processus de guérison dans lequel tu as avancé puis que tu nous parles aujourd'hui. Fait que on a parlé de ce moment de connecter avec la danse. Puis maintenant, quelles ont été est-ce que tu peux nous raconter un peu tes premières expériences avec la danse pour t'aider à guérir sur ce chemin, sur le long chemin de la guérison d'une survivante? Ouais. C'est sûr que mon parcours de danse s'inscrit dans toute ma vie. Donc, oui, il y a un début à ça, dans cette histoire de vraiment conscientiser que mes mouvements vont me permettre d'avancer puis de changer. Mais ce qui me vient vraiment en tête, c'était quand j'étais à Vancouver en 2018. Je suis allée faire de la danse contact pour la première fois. J'ai découvert la danse contact, j'avais donc 21 ans. J'ai découvert ça en Pologne aussi, avec une amie polonaise. Enfin, en tout cas, mon premier contact avec la danse contact, c'était en Pologne. Oh, très intéressant. Fantastique. Puis j'ai vraiment eu un appel. Fallait que j'aille là. Je connaissais pas ça, je connaissais personne. Je suis allée. Et puis, c'était dans le silence. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs manières de pratiquer la danse contact, mais cette fois-ci, c'était dans le silence. Et ma première danse fut avec un homme d'environ 85 ans qui portait des gros pantalons mauves en velours. Il était incroyable, super grand, des beaux cheveux blancs. Il était tellement aimable. Puis j'ai eu envie de jouer avec lui rapidement. Et je me suis effondrée en larmes. J'ai juste pleuré, puis il m'a tenue, il m'a soutenue, mais dans le mouvement. Parce que pour ceux et celles qui connaissent pas la danse contact, c'est un moment de rencontre en deux corps qui s'appuient l'un sur l'autre et qui laissent le mouvement les guider. Donc, c'est de l'improvisation. Il y a rien de planifié, puis on est vraiment constamment dans une discussion, un dialogue de consentement, où on consentit à aller dans une direction ensemble. Et quand lui m'a senti... En fait, j'étais en sécurité dans notre rencontre, puis il a senti que j'avais besoin de brailler ma vie, de relâcher des tensions que je tenais sur moi depuis 2 ans parce que je savais pas où les exprimer, je me sentais jamais en sécurité. Là, ça a fait... Puis on a dansé pendant longtemps, là, j'ai envie de dire un bon 45 minutes. Tellement calme. Des fois, je me rappelle encore des mouvements, là, juste des doigts qui bougeaient. Puis lui, il était expérimenté, il comprenait qu'il fallait continuer de bouger. Parce que des fois, on ressent une émotion, puis on a peur qu'elle reste. On s'attache à l'émotion. Mais c'est là l'importance de la danse, parce qu'on continue à bouger. On restera pas pris dans notre panique ou dans notre peur ou dans notre culpabilité. Oui. Puis ça fait, tu sais, quand on regarde comment est fait le corps humain,
mais il est fait pour... les articulations sont faites pour se mouvoir, puis les genoux s'articulent en avant, fait que le mouvement se fait en avant. Les genoux sont pas faits pour marcher en arrière. Puis le corps, pareil, la tête, les yeux sont pas derrière la tête. Puis je trouve que il y a cette notion aussi d'aller de l'avant, en fait, de sortir de là d'où on vient, donc du mouvement constant. Ouais, de pas être figé dans dans le passé ou dans ce qui se passe, mais le corps, la mécanique du corps nous permet de sortir. Exactement. De peut-être s'il y a des choses qui sont stuck dans la tête, ben là c'est de penser, ok, ben utilise ta mécanique du corps pour sortir de ce qui te prend la tête là. Tellement. Puis dans la même optique, tu sais, on fait partie du monde autour de nous. On est une représentation de la nature, de la terre qui tourne. On est toujours en mouvement. L'eau coule. Ouais. Tout bouge autour de nous. À l'intérieur de nous, les cellules vivent, meurent, on bouge. Et ça, c'est épeurant. Et là où l'esprit a trouvé une capacité de contrôle, c'est dans la fixité. La seule chose qui est fixe, c'est notre esprit qui s'attache à un objet, à une identité, à un événement, à une personne, à une relation, et refuse le changement. Et c'est cette dualité-là qui crée la douleur puis la tension, parce que ultimement, le corps, lui, il avance. Tu l'as tellement bien nommé dans la biomécanique du corps, on avance. Puis on fait des choses, mais notre esprit peut parfois rester pris dans le passé, attaché à quelque chose. Et là, encore une fois, le pouvoir de la danse, c'est de venir à la rencontre de cet esprit fixé et de venir bouger, de venir délier, de venir couper des cordes, de venir prendre des nouvelles directions avec des nouveaux mouvements, se surprendre puis se permettre de se voir où qu'on est aujourd'hui, pas comme on était avant, tu sais. Oui. Quel langage universel, en fait, la danse. Oui, vraiment. C'est le mouvement, c'est le bonheur de partager ensemble, de vivre dans notre corps. C'est vraiment un bonheur, un privilège de vivre dans notre corps. Puis Ça répond vraiment à la question. J'avais une deuxième question en tête, mais en fait, on vient d'y répondre parce que j'allais te demander en quoi la danse puis le mouvement sont-ils des formes d'expression puissantes pour ceux qui ont du mal à verbaliser leur douleur. Mais bon, tu vois, on l'a évoqué. Comment effectivement le mouvement peut nous aider à sortir de ce qu'on ressent sur le coup, en tout cas. Oui, mais pour aller plus loin avec ça, en fait, quand le corps, il ne ment pas. On peut se mentir à nous-mêmes. On se ment constamment. Là, on vit dans nos illusions, dans nos mondes préconstruits. Mais le corps, il ne mentira pas. Et si on essaie de mentir, on va le voir. On va voir notre hypocrisie un peu. On va voir notre peur. On va voir aussi notre excitement. Fait que tout peut être exprimé par le corps et par des concepts abstraits qui n'ont pas besoin d'être si précis. Et finalement, tout va être dit. Mais il faut aussi se permettre de faire confiance que les gens vont être capables de nous lire. Quand on rentre dans une pièce, dans une conversation. Parce que la danse, c'est pas juste exclu sur un dance floor ou sous un arbre ou dans un lieu délimité. La danse, c'est maintenant. On bouge depuis tantôt. Là, on parle, on est en mouvement, le corps bouge. On danse constamment. C'est vraiment beau. Jordan, il me semble que tu as fait des études d'anthropo, c'est ça? Ouais, j'ai fait un bac en anthropologie. Et est-ce que dans tes études, tu t'es intéressée un peu justement à peut-être le mouvement selon les cultures, selon les peuples? Je me suis intéressée au mouvement quand j'ai fini mon bac en anthropologie. Ah, intéressant. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures par après, puis je continue à aimer apprendre de ça. Mais ce que je me suis intéressée, c'était le chamanisme, en fait. Moi, ça a été mon sujet de prédilection pendant mes 3 années. J'allais à la rencontre des chamans du monde, par l'intermédiaire de documentaires et de films et d'ethnographie. Ouais, cette capacité à soigner l'âme, en fait. À venir réguler qui nous sommes, puis à voir au plus profond de nous, parce que j'ai jamais consenti à notre système pharmaceutique actuel qui nous propose des solutions immédiates. Puis j'ai toujours senti qu'il y avait d'autres options.
Et le chamanisme est toujours apparu comme des sagesses profondément ancrées qui existent, qui continuent de se partager à travers le monde, encore aujourd'hui. Tu sais. Fait que ça, c'était l'intérêt principal de tes études. Ouais. Et puis, avec le temps, avec l'expérience dans ton corps, entre autres, tu as monté des ateliers de danse pour survivantes. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben oui, avec plaisir. Mais juste avant d'embarquer dans comment j'ai mis en place, c'est que j'ai découvert une formation, en fait, qui s'appelait Dance as Medicine, qui est donnée en anglais. Et c'est là que j'ai rencontré mon langage. Tu sais, le langage du cœur, le langage de l'âme, le langage que je parle à moi-même et comment je vois la vie. J'avais trouvé une formation. Et c'était vraiment parce que j'étais prête à la recevoir, parce que juste avant, j'étais inscrite en danse contemporaine à Concordia pour refaire un autre bac. Puis j'ai senti non, c'est pas ça. J'ai arrêté après une session et comme par magie, littéralement, l'offre de cette formation-là est apparue et j'ai fait oui. Tu sais, quand ça fait oui, c'était oui, je l'ai pris et là, j'ai appris le langage de la danse comme médecine, de vraiment comprendre la somatique, de comprendre le mouvement dans le corps, où se logent les traumas. Bref, j'ai tout appris ça et surtout ressenti par l'expérience. Et moi, ça m'a complètement transformée. Ça a vraiment été là que j'ai passé dans le feu, dans l'eau. J'ai fondu dans la terre, puis je suis devenue l'éther. Et là, j'avais une autre perspective des choses. J'étais passée de l'autre côté du portail de l'agression sexuelle. Genre vraiment. La culpabilité, la peur, la honte, c'était transformé en amour. Et quand j'ai ressenti ça à l'intérieur de moi, j'ai fait oh, je pensais pas que c'était possible. Et le chemin que je venais de traverser, j'avais envie de le partager avec d'autres parce que j'étais abasourdie, en fait, de voir la beauté, la profondeur de mon être, puis la lumière, en fait, qui revenait puis qui rayonnait. Donc, j'ai eu l'idée de mettre sur pied ce programme que j'ai appelé la carte d'après. La carte d'après. Oui. Et pourquoi la carte d'après? C'est que pour moi, le corps, c'est la carte au trésor. Notre corps contient tous les messages. Tu sais, on dit, écoute ton corps te parle. On le dit dans notre langage populaire. On le valorise pas tout à fait, mais on le dit. Ça remonte à la surface dans les conversations parce que c'est plus fort que nous. Le corps, il exprime tout. Puis je pense que de plus en plus, on redonne les notes de noblesse, les lettres de noblesse au corps et à son importance dans notre expérience humaine. Tu sais, on peut pas oublier, faire fi du corps. Donc, la carte d'après, c'était vraiment dans cette optique de retrouver le chemin à l'intérieur de soi, de la sécurité après l'agression sexuelle. Parce que quand tu ressens la sécurité, eh ben là, tu peux ressentir les traumas qui sont figés, stagnants dans ton corps. Et donc, passer à autre chose. Wow. Puis, si on y va un peu plus sur le côté technique, pratique, on va dire, quelles sont les techniques de danse ou de mouvement que tu utilises pour les autres qui vont travailler avec toi, pour les femmes qui vont venir sur les ateliers, puis comment est-ce que éventuellement tu les adaptes aux besoins individuels de chacune? Est-ce que est-ce qu'il y a des ouais, c'est ça, s'il y a des choses qui s'imposent ou pas, ou est-ce qu'on va aussi avec ce que elle nous apporte? Mm-hmm. Complètement. C'est du 50-50, j'ai envie de dire. Tu sais, j'arrive avec un plan, avec des choses que moi je connais, mais je ne peux travailler qu'avec ce qui est présent dans la pièce. Avec l'énergie qui est là, l'énergie de la journée aussi. Tu sais, des fois, je peux avoir préparé quelque chose, mais c'est pas ça du tout qui est là. On s'en va ailleurs. Mais les techniques, la technique de base que j'utilise à chaque début de séance, c'est vraiment la relaxation des 3 centres d'intelligence. Donc, du bassin, diaphragme et la tête, les suboccipitaux, derrière du cou. Puis, pour relâcher le bassin, en fait, on va aller avec les pieds. Donc, on va se connecter, on va se grounder. Beaucoup de shaking, de petits mouvements qui viennent relâcher, qui viennent délier, enlever le stress, faire bouger l'énergie. Donc, les pieds. Ensuite, on va aller dans le bassin, on va faire des 8.
On va tourner autour de notre nombril. Le nombril, pour moi, représente vraiment l'origine. Donc, en faisant des 8 avec notre bassin, ce qu'on vient faire, c'est se rappeler qu'on fait partie d'un continuum de la vie, qu'il y avait quelque chose avant, il y aura quelque chose après. Tu sais, ça continue. Puis ensuite, on va venir faire la même chose avec le thorax. On va vraiment faire des 8, on va tourner. Là, évidemment, je le fais comme si on voyait, mais j'invite à le faire pour ceux et celles qui écoutent parce que ça fait du bien de le faire. Puis le coup, puis là, c'est la première technique d'entrée en matière, c'est de dire au corps « Allô ». En toute simplicité, « Allô ». Tu sais, on drop dans le corps. Ouais, c'est intéressant parce que tu sais, tu proposes de guérir ensemble et en même temps, on guérit individuellement, mais on guérit toutes sur ce que tu nous proposes en fait, dans ces ateliers-là. Est-ce que tu as des exemples ou des moments que tu te souviens où la guérison ensemble faisait du sens ou a été forte ou a dépassé tes attentes? Ouais, en fait. Pour vrai, là, j'ai envie de dire toutes les séances que j'ai faites mon surprise. Ce que j'ai vu, ça m'a... Genre, j'ai des frissons derrière du cou. Ça m'a flabbergastée. Parce que je connaissais la force et la puissance de ces pratiques pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vu avec d'autres femmes dans mes formations. Mais d'en témoigner dans un groupe que j'avais mis sur pied, c'était à chaque fois une confirmation que c'est vrai. C'est vrai que ça se passe. Puis je suis persuadée que c'est décuplé quand on est en groupe. Ne serait-ce que par co-régulation, ne serait-ce que par permission. Parce que ce que moi je vais faire, ce qu'une autre va faire, ça va nous donner la permission. On se regarde. Puis on sait qu'on n'est pas seul. Et je pense vraiment qu'un des grands drames de notre civilisation, c'est de croire qu'on est seul, qu'on est séparé. Tu sais, cette grande histoire de la séparation, que l'être humain est séparé de la nature, déjà, ça fait mal. Puis là, on croit qu'on est séparés les uns des autres, alors qu'on est tous une représentation. Tu sais, si je te souris, je me souris. Si je te fais du bien, tu me fais du bien. Si je te respecte, je me respecte. Et le contraire est aussi vrai. Tu sais. Mais dans un groupe de danse comme ça, pour les survivantes, où qu'on se retrouve souvent pour la première fois avec d'autres survivantes consciemment, et je nomme consciemment parce que la plupart d'entre nous, on a vécu dans le large spectre qui est l'abus sexuel, un abus ou une violence à caractère sexuel, mais on en parle plus ou moins. Mais quand tu te retrouves assis en cercle, tu sais, je commence mes séances comme ça, on est assis en cercle, puis tu te dis, OK, on a tous vécu la même chose, tu réalises à quel point c'est une expérience qui est collective, et que si l'expérience, elle est collective, mais la guérison aussi, elle est collective. Ça fait tout son sens pour moi. Ouais. Puis tu me demandais un exemple plus concret, quelque chose qui est arrivé. C'est ça, il y aurait plein d'exemples, mais il y en a une en particulier où on était en cercle, en dansant, et là, une à la fois, on allait rentrer dans le cercle et on allait raconter une partie de notre histoire avec notre corps. Puis c'est qu'est-ce qui va venir, qui va venir. Et là, bon, tout le monde y allait une à la fois. J'étais allée en premier pour donner la permission encore. On était à la séance 2, tu sais, on est encore un peu gênés, on se connaît pas beaucoup, tu sais. Et là, il y a eu une participante qui a figé. Elle n'a pas été capable de rentrer dans le cercle. Et le niveau d'amour et de compassion qui a existé dans ce cercle-là à ce moment-là, là, c'était... J'ai pas de mots pour décrire. On la tenait. On la tenait dans nos bras. Puis elle sanglotait sur place. Et ça a été ça, sa danse. Sa danse, ça a été de revivre ce moment-là. Ce moment de son histoire. Et là, être en sécurité pour commencer à le ressentir. C'est beau. Wow.
t'ouvres des portes, en fait, hein. Ou des portails, en fait, même. Ah oui, c'est des portails. Je pense que c'est le Ouais. mot exact, c'est des portails de transformation. Parce que c'est une alchimie qu'on fait. On travaille avec les substances du corps, de l'énergie, de tout ce qui est là, puis on la transforme. On est vraiment des alchimistes. On la transforme. Tu sais ce qui m'avait donné envie de t'inviter ici? J'avais vu une vidéo de toi que tu avais partagée où tu dansais, donc toi, Jordan, la femme que tu es, dans un cercle masculin, entièrement masculin. Je pense que c'était une battle de hip-hop ou funk, hip-hop soul, je sais plus trop. Bon, Ouais, bref. c'est du crump. Ok. Yes. Ah, ok. Ouais. Et écoute, ça m'a pris au ventre comme là, ça résonne avec le mot que t'as dit juste avant, transformation. C'est comme j'ai compris que, sachant ton parcours d'avant, j'ai comme eu cette révélation que c'est clair que pour en arriver là, il y a eu du chemin de fait. Puis merci parce que je pense que rien que de te regarder, ça fait un effet de catharsis pour les autres aussi. Fait que c'était comme, je pense merci. que Jordan fait du bien et ce bien-là mérite d'être diffusé. Merci de le nommer, merci de me voir. Vraiment, parce que ce moment-là était très, 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 très significatif. Pour moi, tu le nommes avec beaucoup de clarté. Il y a un chemin de fou que j'ai marché pour rentrer ce moment-là dans le cercle. Qui finalement, tu sais, au fond de mon être, je me donne la permission d'être vue. Et c'est excessivement difficile, moi. Comme pour plusieurs, je pense. Mais d'être vue et que tu vois et que tu valides et que tu trouves ça beau, ça me donne envie de continuer. Puis je pense que c'est la beauté de faire des cercles ensemble puis de danser ensemble, c'est qu'on se donne la permission. Si je vois quelqu'un qui twerk comme une folle, puis qui délie tout de son corps, puis vraiment, là, tu sais, ses fesses partent dans tous les sens, je me dis, ah, moi aussi, tu sais, ça a l'air de faire du bien, j'y vais. Wow. Et merci pour ce partage, Jordan. On a parlé de danse, on a parlé donc guérir ensemble par la pratique de la danse, du mouvement. Mais c'est ça, tu es aussi l'autrice d'un livre, et un livre que nous avons ici que je vais aller chercher un instant. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre, puis de la manière que tu veux, une citation ou l'explication du thème de ton livre, ce que tu veux. Je vais vous lire le derrière du livre. Ben non. Impossible que je me sois laissé faire. Je ne suis pas ce genre de fille-là. Je me respecte, moi. Mon livre s'appelle Adana ou comment mourir. Et cette phrase-là que je viens de vous lire, je l'ai pas mis là pour rien, évidemment. Elle représente vraiment l'intériorisation du patriarcat. Et la compétition entre femmes et la croyance profonde que c'est notre faute si on se fait agresser, puis qu'on aurait pu choisir les circonstances, que ça aurait pu être différent. En plus de démontrer qu'on pense toujours qu'on est mieux que les autres. Puis qu'on pense que les femmes qui vivent des abus sont connotées d'agace, ils l'ont cherché. Donc tout ce discours-là de culpabilisation intériorisée, c'est le chemin de mon livre. C'est vraiment le chemin de mon livre qui en l'écrivant, ça m'a permis de comprendre que je portais ça à l'intérieur de moi. J'en avais aucune idée. Parce qu'en vrai, quand j'ai commencé l'écriture de ce livre-là, je croyais écrire un livre sur l'anthropologie. C'est ce que je m'apprêtais à faire. J'ai découpé les chapitres en concept anthropologique. Puis je me disais, OK, je vais décrire c'est quoi le nationalisme et le colonialisme, tu sais.
Et finalement, en écrivant, parce que comme j'ai nommé tantôt, quand on écrit, on se décharge, on voit les choses qu'on voit pas. Après 9 mois de rédaction, j'ai réalisé, ah mon Dieu Seigneur, ce livre-là, il parle de l'année qui a suivi l'agression sexuelle que j'ai vécue. La solitude, la lourdeur, la culpabilité, l'autoflagellation, la non-compréhension de qu'est-ce que je vivais, l'anxiété, la honte, les pieds figés dans le béton de Montréal, incapable d'avancer, incapable de bouger, pas comprendre pourquoi, se demander est passée où la fille d'avant. Mais en l'écrivant, c'est ça, j'ai pu voir cette année-là avec beaucoup plus de lucidité et j'ai dénoué cette compréhension-là, cette croyance-là qu'on pense là, qu'on l'a cherché. Ce n'est pas vrai. Spoiler alert, c'est pas vrai. On l'a pas cherché. Ce livre, tu l'as écrit quand? Combien de temps ça t'a pris pour l'écrire? Est-ce que c'est un travail de plusieurs années puis que t'as regroupé, dans le livre, ou alors est-ce que, écoute, ça fallait que ça sorte en 3 mois là. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce cheminement dans l'écriture. Le livre a été écrit dans l'espace de 6 mois. Après les 6 mois, non, entre 6 et 9 mois. J'avais commencé, c'était pas clair quand j'ai commencé, tu sais, mais je dirais 6 et 9 mois. Et quand je l'ai terminé puis que j'ai compris que je parlais d'agression sexuelle, je me suis dit, mais je dois tout changer. Je dois changer la narrativité au complet. Parce que je dois construire l'histoire, que ça fasse du sens pour que on suive le personnage. Je me suis découragée. Je suis partie vivre à Coudjouac. J'ai lâché le projet du roman, mais c'était évidemment dans ma tête. Et je me suis mis à faire des cauchemars que des hommes me prenaient par les pieds et me sortaient de ma fenêtre, puis me tiraient à quelque part, puis je me suis mis à entendre des voix qui me disaient quoi faire, puis j'étais là, voyons. Et j'ai juste ressenti l'urgence de continuer ce projet. Je sentais, non, je dois reprendre ma voix. Je ne peux pas que écrire ça pour mon ordinateur. Je dois reprendre ma voix et en même temps, cette voix-là pourra porter la voix de d'autres parce que je comprends et je connais maintenant le courage, la détermination et la profonde solitude que nécessite un projet littéraire. Surtout d'emblée comme ça de guérison de trauma sexuel. C'était éprouvant et tant mieux si c'est pas tout le monde qui a passé par là puis que des fois on peut juste ouvrir un livre, le lire, trouver les mots exacts qui nous font du bien et avancer. Donc, je me suis dit, vas-y, continue, t'as commencé. Puis, j'ai passé 4-5 mois à le réécrire au complet. J'ai fait lire un groupe d'amis. Leur commentaire m'a vraiment aidé et j'ai réalisé que je devais encore le réécrire au complet. J'ai réécrit mon livre plusieurs fois. Puis au complet, je dis au complet. Je réécrivais les chapitres, je créais d'autres personnages, je changeais des lieux. Puis finalement, j'ai décidé de l'auto-publier parce que je voulais avoir le plein contrôle de cette histoire. Je voulais choisir le format du livre, l'écriture, la page couverture. Je voulais tout choisir. Y a personne qui allait me dire quoi faire, encore une fois. Donc, j'ai engagé une réviseuse qui était une amie formidable, qui a fait un travail extraordinaire. Encore, on l'a réécrit ensemble, ce livre-là, parce que pour ceux et celles qui n'ont pas écrit nécessairement de livre ou qui connaissent pas le monde de l'édition, les personnes qui sont dans l'édition, c'est des perles. C'est notre bras droit, gauche, oui, l'écrivaine, c'est l'idée, on génère un projet, mais les gens derrière qui coordonnent comment faire avancer les choses, wow! Vraiment reconnaissance et gratitude infinie. Mais bon, j'avais une femme avec moi, tu sais, c'était pas une équipe au complet, mais c'était formidable. Puis ensuite, je l'ai sorti, puis j'ai fait un peu de marketing, et puis voilà. Nous sommes 2 ans et demi plus tard. Et Jordan, bravo. Bravo pour tout ce parcours, cette résilience, cette capacité à sublimer l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est pas donné
C'est pas facilement donné, là. Il y a du travail derrière. Fait que, juste pour te dire que je te vois. Merci. Est-ce que tu as, Jordan, quelque chose que tu as envie d'ajouter? Est-ce que tu as... Ouais, est-ce qu'il y a que ça soit quelque chose, un mot ou un sujet que tu avais envie d'aborder qu'on n'a pas abordé? Juste pour que tu le saches, parce que de toute façon je vais couper, on est à 45 minutes, ce qui est quand même relativement bien déjà. Il y a une bonne dose de contenu là déjà. Fait que on peut s'enligner vers doucement vers une sortie. OK. Pour vrai, la seule chose qui me vient, c'est fais ce que tu veux. Pour vrai, fais ce que tu veux et trouve donc ce que tu veux. Trouve c'est quoi tes désirs. Parce que on nous fait croire des choses qu'on veut. On nous dit tu veux ça. Nos parents, l'école, peu importe, la manière qu'on est socialisé, on nous fait croire qu'on veut certaines choses. Le capitalisme, on nous fait croire qu'on veut des choses constamment, des besoins matériels. Mais en tant que femme, on nous fait croire qu'on veut avoir les jambes fermées, serrées, qu'on peut pas prendre de place. Puis c'est pas ça qu'on ne peut pas, c'est comme si on ne le voulait pas. T'sais, on nous vend du linge comme des jupes serrées ou courtes. Mais moi, si je veux grimper un arbre, il faut que je porte des shorts. Bref, c'est pas tout le monde qui veut grimper les arbres. Mais faire ce qu'on veut et donc trouver ce qu'on veut, se connecter à nos désirs profonds, pour moi, c'est ça un peu la révolution avec la danse, avec l'écriture, avec n'importe quel type d'art. Fais ce que tu veux. Magnifique. Est-ce que tu aurais des ressources peut-être à mentionner ou des contacts pour les survivantes, comme tu dis? J'aime reprendre ton terme de survivantes de victimes de violences ou d'agressions sexuelles. Il y en a beaucoup. Premièrement, le livre Want, W-A-N-T. Il est pas en français, malheureusement. Il n'est disponible qu'en anglais. De Julie Peters, qui vit à Vancouver. C'est Want Reclaiming Power and Desire After Sexual Assault. Ça pourrait pas être plus clair que ça. C'est merveilleux. C'est comme en 9 étapes, mais c'est pas linéaire. Elle a juste structuré pour que notre pensée soit acclimatée, tu sais. J'ai écrit pour qu'elle le traduise en français. Mais bon, on verra si ça s'il y aura... Oui, t'as osé faire ça, toi. Ah oui, c'est sûr. J'ai tellement aimé son livre. Puis j'ai basé beaucoup mon atelier, comment je l'ai bâti sur son livre à elle. Elle est fantastique, cette femme. Elle est vraiment à découvrir son livre, tout ce qu'elle fait. Elle fait des articles, elle a un blog. Julie Peters. Want. Je recommande. Je recommande aussi à celles qui ont vécu des agressions sexuelles, soit récemment, ou soit que c'est tout récent qu'elle le nomme. Sache que tu as le droit à de l'aide. Et au Québec, il existe l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ça m'a pris une éternité avant de les contacter, avant même de savoir qu'il existait. Puis j'ai su qu'il existait quand j'ai entamé des processus judiciaires. Que là, on m'a dit, ah, tu as le droit à de l'aide. Il y a de l'aide financière, il y a de la... Tu sais, on peut te payer pour tes séances de psychothérapie, d'art-thérapie. Il y a vraiment de l'aide, il y a un accompagnement, puis c'est une belle équipe, c'est des gens qui sont là pour toi. Et il y a plein de centres dans toutes les provinces du Québec qu'on peut aller en présentiel. Il y a des ateliers. C'est gratuit. Oui, c'est de la paperasse, de la bureaucratie. Je suis la première à être arrêtée parfois par ces choses-là, mais je te dis, continue, fais l'appel de plus, envoie le email de plus. Vas-y, continue, tu vas recevoir l'aide. Elle est vraiment là. Mais évidemment, il faut quand même aller la chercher. Il faut quand même aller la chercher, cette aide-là. Oui. D'accord. Merci, Jordan, pour ces beaux partages très
précieux, mais en fait, il y a un beau mélange de vulnérabilité puis de force dans cette entrevue que j'aime beaucoup. Je me sens très privilégiée d'avoir accueilli ce que tu as amené. Vraiment, merci beaucoup. Puis de pouvoir le diffuser, je pense que c'est une chance pour nous, puis pour tous ceux qui l'écoutent en fait. Merci aussi pour les ressources à la fin, puis surtout ce qu'on dit toujours et pas assez en même temps, d'oser en parler. Et si on a envie d'avoir de tes nouvelles, de te suivre, de savoir où tu en es dans justement ces ateliers de guérir ensemble, ou tes futurs projets d'écriture peut-être, où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram, au nom de Jordan MCC, simplement. Oui. J'ai un site internet qui est en processus, hein, la vie est un long processus. Je fais partie de ce processus. Beaucoup de résistance, des fois, dans la création. Alors, Instagram, c'est plus safe. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Jordan. Au plaisir de te retrouver et à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Bye. À la prochaine danse. À la prochaine danse. Exact. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si notre conversation vous a inspiré ou apporté quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-nous un commentaire, un avis ou même quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Recommandez notre podcast à vos amis ou à quiconque pourrait bénéficier de nos discussions. Votre soutien nous permet de continuer à explorer des résonances qui enrichissent la discussion autour de la santé mentale. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à nourrir votre curiosité. À très bientôt!